16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, auteur, scénariste française engagée dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, mais pas que. Auteur de nombreux ouvrages comme La mort d'un pote, Le sourire de l'ange, 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi, dont elle a signé le scénario au cinéma, mais aussi Un homme dangereux, Je vous sauverai tous ou encore Vivre ensemble. Elle signe aujourd'hui son nouveau roman, Les amants du Lutetia. C'est un livre sur la fin de vie, bien sûr, en toile de fond, que nous allons beaucoup évoquer dans cette émission. Un sujet profond et d'actualité à développer avec notre invité, où nous prenons le temps aujourd'hui de parler en direct live sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Émilie Fraîche. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui pour découvrir votre actualité, mais aussi envie de découvrir qui vous êtes, au-delà de ce que vous faites et ce qu'on aime faire dans cette émission. Et on a une petite nouveauté cette année qui est de vous demander 3 mots pour vous décrire, pour commencer. D'instinct. Obstinée. Généreuse. Et dans la vie. On va voir si ça colle en fin d'émission, vous comprendrez pourquoi, mais d'abord le début, toujours le début. Émilie Fraîche, vous êtes née un 12 avril à Neuilly-sur-Seine, si mes infos sont bonnes, parce que sur internet on dit Paris aussi. Je crois que c'est Neuilly, c'est bien ça ? C'est Neuilly. Vous êtes la fille de Patrick, juif séfarade, originaire d'Algérie, créateur d'une marque de vêtements qui m'a beaucoup fait rire, qui s'appelle Loft, là où Fraîche travaille. Ça m'a fait sourire. Votre oncle est le créateur de mode Daniel Echter et je crois que vos grands-parents étaient aussi dans le textile. Et je vous demande cela parce que vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas. Est-ce que, j'ai retracé un petit peu forcément votre histoire, de par le passé, vos grands-parents n'avaient pas beaucoup de choses et c'est de par le biais de votre oncle que j'ai réussi à y parvenir. Est-ce que votre grand-mère a été obligée de fuir Paris dans son histoire et votre grand-père prisonnier de guerre ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter leur histoire un petit peu pour aller un peu loin avec vous ? Oui, ma grand-mère habitait avenue Simon Bolivar avec son fils Daniel Echter qui avait 4 ans. Et elle a eu la chance inouïe d'avoir une voisine qui s'appelait Madame Caudron et qui lui a donné ses papiers en 43. Et elle a échappé à une rafle et elle a traversé Paris au petit matin jusqu'à la gare Montparnasse avec sa mère qui parlait yiddish. Et mon oncle me racontait il y a pas très longtemps qu'il a ce souvenir dans le train où sa grand-mère ne devait pas parler parce que son accent l'aurait trahi. Et ils ont été accueillis à Tarbes, par un colonel, je crois, qui était espagnol. Et puis finalement, ils ont pu louer un appartement et passer le reste de la guerre là-bas. Et mon grand-père était prisonnier de guerre, donc son statut c'était prisonnier de guerre et pas juif, en Prusse orientale. Et c'est sans doute ce qui l'a sauvé aussi, et donc ils se sont retrouvés à la fin de la guerre. On va voir pourquoi cette interrogation autour du passé un peu loin a une importance dans votre histoire, peut-être aussi dans votre engagement, vos combats et peut-être aussi ce livre que nous allons développer dans un instant, Les amants du Lutetia. Mais d'abord, au début encore, quel genre d'enfance aujourd'hui vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre finalement vous avez grandi ? Un cadre très protégé, matériellement. Une enfance très heureuse et à la fois un peu solitaire aussi. Et il y a sans doute eu un basculement à l'adolescence. Le fait d'être une femme, d'être une fille, de vouloir mon indépendance est venu heurter des valeurs patriarcales assez fortes. Avec une mère qui était plus dans l'acceptation de cela, d'un schéma familial dans lequel j'avais envie de mettre un coup de pied. Et donc, j'ai eu des relations très heurtées ensuite avec mes parents. Voilà. Je vous pose cette question parce que j'ai regardé plusieurs interviews de vous et à un moment donné, quelqu'un vous dit « il y a de la désobéissance ». Et c'est vrai que lorsqu'on regarde votre parcours professionnel, on voit qu'il y a finalement ce contre-pied sur ce que l'on croit savoir et que finalement vous venez décortiquer et dire non, mais moi je vois autre chose. Vous êtes au cœur de ce qui me constitue familialement et je pense que j'ai écrit pour cela, pour remettre du sens et de la vérité
là où il y avait des compromis, des mensonges, des choses qui me faisaient souffrir. Donc on est vraiment, oui, effectivement au cœur des choses. Et désobéir est une valeur j'ai fait mon premier film en tant que réalisatrice, Les Engagés là-dessus. Je trouve que c'est une valeur qu'on ne nous enseigne pas et pour cause, et qui est pourtant essentielle. C'est apprendre à penser par soi-même, apprendre à être libre. C'est ça, on a la sensation qu'on a les yeux fermés sur les choses alors qu'elles sont très claires. Oui. Il faut quand même l'expliquer à nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas vu ce film Les Engagés, c'est un film qui traite de la crise migratoire. Ouais. Et donc en effet, c'est quelque chose qu'on a tous sous les yeux mais qu'on n'a pas forcément envie de voir. C'est l'histoire d'un homme qui se retrouve avec un mineur. Avant d'être un migrant, c'est un mineur de 15 ans sous ses roues. Et il se dit, est-ce que je le ramasse ou est-ce que je le laisse sur le bord de la route parce qu'il manque être arrêté. Et comme c'est un montagnard et qu'en montagne, on sauve les gens, c'est comme en mer, ces valeurs viennent en conflit avec les lois de la République. Et finalement, ça a une grande résonance avec ce qu'on a évoqué du passé de mes grands-parents, c'est-à-dire que même s'il y a évidemment aucune comparaison à faire entre le statut des migrants aujourd'hui et celui des juifs hier, sur la question de la désobéissance quand on est un citoyen par rapport à la loi, et qu'on met dans la balance tout d'un coup sa morale et la loi, on doit demeurer libre et on doit avoir cette possibilité de désobéir, et elle appartient pas à tout le monde. Et c'est vrai que dans mon premier film, c'est ce que j'ai voulu célébrer. Ouais. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, Émilie Frèche, que l'on vous a sauvé ou que vous vous êtes sauvé par l'écriture? C'est très ouvert comme question. Je pense que je me suis sauvée toute seule. Émilie Frèche, aux deux sens du terme. Aux deux sens du terme. Vous allez commencer votre parcours par des études de droit, peut-être pour faire plaisir, je ne sais pas, parce que souvent c'est le cas. Vous obtenez un DEA de philosophie du droit, ce qui va plus tard justifier et légitimer encore une fois vos actions, vos prises de parole et le reste. À 25 ans, après vos études, vous allez passer un an à New York. Vous allez travailler au service culturel de l'ambassade de France. C'est là-bas que vous écrivez votre premier roman, L'évidence, en 2 mots. Publié chez Ramsay, vous obtenez le prix coup de cœur de la Forêt des livres. Vous avez 25 ans. Pourquoi si tôt écrire sur le couple qui s'ignore? Alors, plus qu'écrire sur le couple qui s'ignore, j'écris sur un personnage qui choisit d'être un artiste. Et je pense que c'est cette déclaration d'intention que je fais dans mon premier livre, même si je l'aime pas beaucoup. Il a ce mérite-là de dire je serai une artiste. On n'aime pas beaucoup les premiers livres en règle générale parce que c'est comme si on crachait quelque chose qui est très fort, mais finalement on l'assume une fois qu'il sort et puis après on veut l'oublier parce qu'on estime qu'on s'est beaucoup amélioré. En 2006, Émilie Frèche, vous signez 2 documents sur l'affaire Ilan Halimi. C'est important pour moi d'en parler. Nous sommes d'abord sur Radio J, la mort d'un pote. D'ailleurs, vous donnez une interview assez brillante, notamment chez Thierry Ardisson, où vous dénoncez surtout un problème républicain et pas juste un problème d'antisémitisme propre juif. Aujourd'hui, quand on le dit, ça semble normal. À l'époque, c'était très précurseur. Selon vous, c'est le tournant. Vous avez raison. Vous allez co-signer plus tard l'écriture du film 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi, réalisé par Alexandre Arcadi au cinéma. À cette période, vous dénoncez aussi la montée d'un nouvel antisémitisme en France, issu des banlieues et pas de l'extrême droite, comme certains pouvaient le prétendre au moment de l'assassinat du DJ Sébastien Selam. Comment avez-vous su, comment avez-vous vu si tôt, alors que même le CRIF ne voyait pas? La photo du gang des barbares. Je me suis dit, la France dans laquelle j'ai grandi, la génération SOS, elle est enterrée et elle meurt aujourd'hui avec Ilan. C'était le double inversé de cette génération, c'est la France Black Bomber. Et au-delà de l'antisémitisme, ce que dit cette affaire, c'est la montée du communautarisme. C'est que tout d'un coup, l'antisémitisme, il est plus le fait d'un isolé d'extrême droite. Il est celui d'une génération, la même qu'Ilan. Fofana a le même âge, il est né en 82. Ils ont tous les deux grandi dans le 12e arrondissement. Ce qui est un pur hasard, ça, pour le coup. Oui, mais si vous voulez, c'est des enfants qui auraient pu être amis. Ils auraient pu être potes. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui bascule. Voilà. Et c'est aussi sur une espèce de banalisation du mal, avec des jeunes filles qui sont impliquées, une division des tâches qui est aussi une dilution de la responsabilité, qui est extrêmement violente. Et puis les réseaux sociaux, et puis voilà, enfin, ça annonçait beaucoup de choses
qui s'est passé ensuite. Cette question, je voulais poser et je reviens un petit peu dessus parce que cette question de l'antisémitisme, quand vous en avez parlé, on sent qu'elle est viscérale et forcément viscérale, il y a du passé et c'est pour ça que on a démarré cette émission là-dessus. Et vous allez poursuivre avec une carrière de scénariste. En 2014, vous co-signez le film Engagé d'Ivan Attal. Ils sont partout, sorti le 1er juin 2016, une comédie qui dénonce les clichés liés à l'antisémitisme en France. En 2015, un excellent film. Vous écrivez, vous dénoncez avec Marie Castille, mention char, le drame de jeunes filles candidates au djihad avec Le ciel attendra. Et en 2022, vous écrivez et réalisez votre premier film, Les Engagés, d'où nous parlions il y a quelques minutes, sur la question migratoire. Au gré de tout ce que je viens d'évoquer, est-ce que vous vous voyez comme une lanceuse d'alerte ? Quand vous me le dites maintenant, je dis ah ouais. En fait, je me suis engagée sur beaucoup de sujets et maintenant la fin de vie et demain l'avortement, parce que j'ai un film en préparation là-dessus. Mais c'est souvent la colère en fait qui démarre chez moi, qui allume le désir d'écrire. Et donc ça répond à une absolue nécessité à chaque fois. Et voilà, il se trouve que c'est des sujets forcément de société, des sujets. Mais je ne me positionne pas comme ça quand je le fais. C'est complètement instinctif. C'est juste en me retournant, je me dis ah oui, effectivement, il y a une cohérence et ce que je fais me ressemble. Est-ce que vous le devez à quelque chose de particulier, ça, Émilie Frèche ? Oui, un sentiment de révolte que j'ai enfant, que j'ai à l'adolescence, que j'ai familial et qui me constitue, qui est le sentiment d'être étrangère au milieu auquel j'appartiens, qui est la colère que j'ai avec un schéma familial où des choses sont acceptées que je trouve intolérables en tant que femme, en tant que jeune femme, et je ne veux pas me construire en référence à ce modèle. Et mon attitude est prise comme un jugement, et donc je subis en plus le fait d'être très vite, de subir une colère et très vite d'être écartée, ou en tout cas moi de m'éloigner, et c'est extrêmement douloureux, oui, mais c'est effectivement... j'ai l'impression que notre première expérience politique, elle est toujours familiale. Donc évidemment que ce que j'ai vécu familialement, comme tout un chacun, me constitue et a déterminé ce que j'ai fait ensuite, et d'autant plus parce que j'écris. Donc, c'est très fort ce que vous nous dites, Émilie Frèche. C'est un beau cadeau, vraiment. D'évidence à vivre ensemble jusqu'aux amants du Lutetia, vos romans sont toujours inspirés de votre vie personnelle. Vos romans abordent la question de l'identité, de la judéité, de la difficulté des rapports familiaux, amoureux, la violence verbale. Aujourd'hui, ce nouveau livre, Les amants du Lutetia, sorti le 23 août, et vous écrivez alors sur Facebook. Jour de sortie, jour de rentrée, jour qu'on fantasme pendant des semaines. Mais la vie a tellement plus d'imagination que nous, que rien ne se passe jamais comme prévu. Alors ne faites pas de plans. Soyez juste dans le présent, soyez flamboyant, soyez libre, soyez à la hauteur de vos rêves. C'est la liberté de Ezra et Maud Kerr que vous avez voulu célébrer en disant ça aussi. Oui, bien sûr. Oui. Je sais pas quoi ajouter de plus, mais je voulais faire je voulais écrire un livre qui sera peut-être un film. Qui sera peut-être un film. Ouais, c'est une question. Peut-être. Sur la fin de vie, mais qui célèbre complètement l'existence, quoi. C'est assez amusant que vous disiez ça, parce que c'était une des questions que j'avais. Vous célébrez l'existence finalement sur une fin de vie, la mort, mais finalement tout est là, parce que dans la 4e page de couverture, il est écrit qu'il vous reste de nous notre amour infini de la vie, de sa beauté et de sa légèreté, et que du fin fond de notre sommeil éternel, vous nous entendiez rire encore, rire, chanter, danser et célébrer la vie. Nous l'avons tant aimée. Cette histoire, c'est celle de Ezra et Maud Kerr, un couple de publicitaires richissimes qui ont une fille qui s'appelle Éléonore, qui, elle, finalement se retrouve esseulée lorsqu'elle apprend que ses parents décident de faire un choix, celui de la fin de vie. Mais j'ai envie que ce soit vous qui nous la racontiez, Émilie Frèche. C'est clairement un livre sur l'abandon, hein. C'est l'histoire de cette jeune femme qui est architecte. On est le 1er septembre à Paris. Elle va sur son premier chantier. Il y a cette espèce d'énergie, de sève de vie, justement, liée à la rentrée ou voilà, le retour à Paris, etc. Et elle reçoit un coup de fil du commissaire du 7e arrondissement pour lui annoncer que ses parents ont été retrouvés morts, main dans la main, au Lutetia. C'est évidemment extrêmement romanesque, ça fait rêver les gens, tout le monde trouve ça merveilleux, sauf que pour elle,
c'est abominable. Et donc, voilà, elle va passer les quelques mois de deuil à faire ce chemin du pardon, de la résilience, d'essayer de se déplacer. Il y a toujours un moment, enfin, peut-être qu'on n'y arrive jamais, certaines personnes n'y arrivent jamais, mais les gens qui y arrivent vivent mieux, je pense, c'est d'arriver à se décaler pour voir ses parents autrement que comme des parents. Et de voir les individus qu'ils ont été. Et donc, c'est tout le travail d'Éléonore, de voir que avant d'être les parents défaillants, absents, égoïstes qu'ils ont été pour elle, ils ont aussi été des gens qui sont nés sur les cendres de la guerre, qui ont passé entre eux un pacte de vie. Et pour moi aussi, c'est une manière de rendre hommage à cette génération qu'on décrit énormément, qui est la génération des baby-boomers, en disant ils ont été égoïstes, etc. Quel monde ils nous laissent. Mais moi, j'ai envie de dire, quel monde leur a laissé leurs parents? Ils sont nés sur un charnier avec des millions de morts qu'aura fait le nazisme et le communisme. Et finalement, ces années 60, 70, de légèreté, de rondeur, même la maison qu'ils ont, les bulles qui est complètement en rondeur, etc. C'est comme un programme qu'ils se sont fixés, être dans la vie, être dans la légèreté, être dans la beauté, parce que sinon, ils seraient morts, ils auraient été aspirés par la folie qui les a précédés. Parce que ce processus d'industrialisation de la mort, comment on se remet de ça? Donc finalement, je trouve qu'ils s'en sont quand même pas si mal tirés, quoi. Quand vous parlez de la maison des bulles, vous en parlez beaucoup dans votre livre. J'ai pas pu m'empêcher de penser que cette bulle, finalement, c'est la bulle qu'ils ont tous les deux, ce couple-là. Ils sont dans leur amour, ils sont tous les deux, ils sont dans cette bulle qu'ils se sont créés jusqu'à mettre leur fille, finalement, un peu de côté. Et d'ailleurs, elle se considère finalement un peu étrangère à cet amour. Ils la mettent un peu à l'écart. Pourquoi vous avez décidé de raconter dans ce livre, justement, une jeune fille qui est un peu étrangère et orpheline à ce qui se passe, sans avoir été mise un peu au courant de ce destin préparé? Parce que j'avais envie de raconter le sentiment d'abandon. Parce que c'est ce que j'ai vécu. Mes parents ont disparu de ma vie et c'est ça que j'avais envie de raconter. Et donc j'ai trouvé dans la projection de cette histoire l'occasion fictive de raconter un sentiment qui m'est infiniment personnel. On va écouter une chanson, Amélie Fraîche. Je voudrais te raconter une histoire d'amour, une vraie, de celle qui donne tout son sens au verbe aimer. Ils avaient chevillé dans le cœur 90 années de bonheur et l'inusable confiance des âmes sœurs. Cette chanson qu'on est en train d'écouter, c'est Madame Monsieur. C'est un groupe représentant de la France à l'Eurovision en 2019. Ils ont créé cette chanson qui s'intitule 22 novembre 2013, sur cette histoire vraie finalement, de Georgette et Bernard, tous deux âgés de 86 ans. Le Parisien titrait de cette manière « Paris, mort main dans la main dans un lit du Lutetia ». C'est un garçon d'étage de l'établissement qui a découvert leur corps à 9h30 en apportant le petit déjeuner que les octogénaires avaient pris le soin de commander. C'est un peu aussi de cette manière que commence ce livre que vous racontez, Émilie Fraîche. Ah oui, bien sûr, je me suis complètement inspirée du dispositif des amants du Lutetia. L'hôtel, eux qui y vont, la manière dont ils ont procédé, le fait qu'ils aient appelé le room service pour commander leur petit déjeuner et que ce soit le garçon d'étage qui les a trouvés. Comment imaginer, comment raconter autre chose que cette vérité-là qui est tellement, tellement romanesque? Plusieurs sujets à évoquer ensemble, le rapport à la mort, la fin de vie, le choix des décideurs, les familles esseulées qui subissent ce choix en se sentant orphelins, ou même les familles qui le souhaitent finalement, où on a le sentiment qu'ils se libèrent finalement de parents qui souvent sont malades, qui souvent sont justement dans des situations de santé très difficiles, avec peut-être toutefois une légère culpabilité, on va y venir, mais d'abord, cette question importante et essentielle, qui est sur la page de couverture, Amélie Fraîche? Alors, des anonymes, on me le demande systématiquement. En fait, c'est un fond de photographie anglaise et il m'a été proposé par le service d'iconographie d'Albin Michel et je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable parce que
Je trouve que ça correspond complètement à qui auraient pu être ces gens, à mes personnages. Et donc voilà, c'est des gens qui ont vécu dans les années 70 en Angleterre. On les voit très beaux, cette jeune femme assise sur les genoux de l'homme qu'elle aime, avec lui un verre de vin, j'imagine, ou un verre d'alcool dans la main. Sur la forme remarquablement écrit Émilie Frèche, accessible et en même temps très classieux. Il y a Sarah Briand qui indique que vous êtes son coup de cœur de cette rentrée littéraire. Elle dit: un roman que j'aurais aimé écrire, tant le fait divers de départ m'avait bouleversé, mais que je n'aurais jamais su si bien écrire que l'auteur. C'est vrai, il est fait de détails, de fond, ou alors très bien documenté et imaginé, qui fait que c'est vrai, quand on vous lit Émilie Frèche, on a la sensation de souvenirs intacts. On a la sensation que tout est vrai, même si certaines choses sont imaginées, peut-être même observées ou vécues aussi un peu, en partie. C'est vous qui allez me le dire. Ben non, parce que c'est ma cuisine interne. C'est le travail d'un écrivain que de se servir de la réalité et de ce qu'il a de ses souvenirs, de ce qu'il voit. Mais moi-même, je peux pas vous dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est plus. Je veux dire, l'art du roman, c'est de réinventer la vie, de réinventer le réel avec une forme. Voilà, ce qui est important, c'est comment je dis les choses. C'est la vie réinventée. On apprend beaucoup de choses dans ce livre, Émilie Frèche. Il s'agit d'une mort considérée comme violente, il faut le dire aux auditeurs, et je voulais vraiment qu'on s'arrête là-dessus, parce que quand deux personnes meurent dans ces conditions, il y a une autopsie qui s'avère obligatoire, et on apprend beaucoup de choses sur le sujet de l'autopsie dans votre livre. La loi interdit de voir un corps avant une autopsie, quand autopsie il y a. Ça, je ne le savais pas, honnêtement. On ne peut pas refuser aussi une autopsie dans le cas d'une mort violente, alors je pensais que c'était en tout cas pas autorisé chez nous, chez les Juifs. En fait, à partir du moment où un corps meurt sur la voie publique ou dans un lieu public, il y a une autopsie. Et oui, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que juridiquement, le corps n'appartient plus à la famille. C'est ça. Il appartient à la justice. Il appartient à l'État. Et il va être rendu, mais effectivement, on n'a plus le droit. On est dépossédé du corps de ses parents, de ses proches. Donc ça, c'est vraiment... C'est ce que vous écrivez vraiment dans le livre. Vous dites, les corps sont à disposition de la justice. Dans le Code civil, les dépouilles ne figurent pas dans le livre des personnes, mais celui des biens, de sorte qu'après l'analyse de leur peau, leurs os et leurs fluides, les corps deviennent, du point de vue du droit, une possession, au même titre qu'une maison ou une voiture. Alors, je voulais vous poser cette question parce que je voulais repréciser. Est-ce que c'est seulement dans le cas d'une autopsie ou dans le cas d'un décès aussi? Et est-ce qu'on peut en faire ce qu'on veut alors? Évidemment que non, parce que c'est c'est régi par le droit de manière vraiment très précise. Non, on ne peut pas s'y opposer. L'autopsie, elle est quand même assez rapide. On a la possibilité ensuite de voir le corps à la morgue, à travers une vitre. Et puis ensuite, il y a la mise en bière. Moi, j'ai appris aussi qu'à la mise en bière, il y avait toujours des officiers de police judiciaire pour sceller le cercueil, tout ce que je ne savais pas. Ce qui m'a intéressé aussi la raison pour laquelle je l'ai mis, c'est que c'est une violence supplémentaire. C'est-à-dire est-ce que des gens qui se suicident comme ça, est-ce qu'ils se rendent compte de cela aussi, de manière aussi violente, de la violence que c'est pour leurs descendants? Qui se retrouvent dépossédés de la dépouille de leurs parents. Et c'est tout le sujet aussi du livre, finalement, la dépossession qu'on peut ressentir quand nos parents font un choix sans nous en parler. Dans ce livre-là, on va continuer à en parler longuement, avec notamment un grand passage sur la fin de vie. J'ai beaucoup de questions à vous poser, Émilie Frèche. Restez avec nous, on continue cette émission pour évidemment parler du livre Les Amants du Lutetia, et nos chroniqueurs nous rejoignent sur l'antenne de Radio J. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. « 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Aviv à la une de l'actualité en Israël. Les tensions à la frontière nord. Yoav Gallant met en garde contre le risque d'une confrontation avec le Hezbollah. Le ministre israélien de la Défense l'a dit au chef de l'ONU Antonio Guterres qu'il a rencontré à New York. Il lui demande de renforcer l'autorité de la FINUL. Le mandat de la force d'interposition des Nations Unies expire après-demain et le groupe terroriste libanais refuse qu'il soit renouvelé. Le tout premier vol direct entre l'Arabie Saoudite et Israël. Le Boeing d'Air Seychelles a décollé de Jeddah ce matin et s'est posé tout à l'heure à l'aéroport Ben Gourion. Hier soir, les 128 passagers ont passé la nuit dans un hôtel de Jeddah. Un dysfonctionnement technique à bord a obligé les pilotes à se poser et la compagnie les a pris en charge. Tout s'est bien passé pour eux sur place et ils sont donc rentrés en Israël. Crise diplomatique avec la Libye. Binyamin Netanyahou prend ses distances avec son ministre des Affaires étrangères Eli Cohen et affirme qu'il doit être tenu au courant de tous les pourparlers secrets. L'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak mis en cause pour avoir reposté une vidéo où Binyamin Netanyahou est comparé à Hitler. Le Likoud, dans un communiqué, condamne ce poste et met aussi en cause la police israélienne et les autorités judiciaires accusées d'inaction. Dans l'actualité internationale, l'extrême droite roumaine reconnaît le rôle du pays dans la Shoah, un revirement drastique du parti AUR qui avait évoqué la Shoah comme un sujet mineur. Un soldat des forces françaises spéciales tué hier en Irak dans une opération antiterroriste. L'Élysée l'a annoncé tout à l'heure dans un communiqué. Nicolas Mazier, c'est son nom, faisait partie du commando parachutiste de l'air numéro 10. Et pour finir en France, la France insoumise réagit à l'interdiction de l'abaya dans les écoles. Manuel Bompard va proposer à son groupe d'attaquer au Conseil d'État la nouvelle réglementation. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on revient avec Émilie Fraîche et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Le Monde présente La grande histoire des rois de France, une collection prestigieuse et illustrée. De Clovis à Louis XVI, retrouvez toutes les grandes dynasties royales qui ont écrit l'histoire de France et dessiné ses frontières. La grande histoire des rois de France, le numéro 1, Charlemagne, 2,99€ seulement chez votre marchand de journaux. Itzik Moshel, directeur de Dialang. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialang vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialang, prix exceptionnel pour une année, 510€. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialang au 01 43 64 13 30 ou dialang.fr. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Émilie Fraîche, venue nous voir pour ce livre Les Amants du Lutétia, un roman sorti aux éditions Albin Michel, où il y a finalement, Émilie, la volonté de mettre en lumière ce couple uni par la vie mais aussi par la mort, comme l'étaient de nombreuses figures romanesques, je crois. Oui, effectivement. Zweig et sa femme, Ariane et Solal dans Belle du Seigneur. Il y a Tristan et Iseux, Orphée et Eurydice, Roméo et Juliette. Comme vous aimez le comparer finalement dans le livre. Et ça me fait sourire parce qu'on va recevoir jeudi Félix Radu qui va nous parler de Rose et Massimo, finalement qu'il voit lui comme les descendants de Roméo et Juliette. Donc c'est la petite passerelle entre vous. Et hier, juste une petite parenthèse, j'ai reçu Maurice Barthélémy qui sort un livre qui s'appelle L'Expérience. Et ça m'a fait sourire parce que j'ai lu vos deux livres en simultané, j'ai envie de dire, et dans son livre il écrit, et c'est même la page de couverture, ça va Léo? Et dans votre livre, eh bien quand ça démarre, on entend cette personne qui dit à Éléonore, ça va Léo? Et donc ça l'a fait beaucoup sourire hier. Ouais. Je lui en ai parlé en fin d'émission. Vous voyez comme quoi il y a des passerelles entre les invités. C'est assez rare les pactes suicidaires, surtout chez les personnes âgées. C'est ça aussi que je trouve très très romanesque, parce qu'en général c'est ce qui se passe dans Amour d'Anneke. C'est souvent l'un qui est très malade et son conjoint le tue pour le soulager et ensuite se suicide.
Donc c'est un homicide suivi d'un suicide. Là, c'est vraiment un pacte suicidaire et sans trop dévoiler les choses, il y a comme une échange de promesses, même dans l'acte. Il se suicide avec des sacs plastiques et c'est un peu comme un échange de bagues et donc c'est très singulier aussi. Et ce que je voudrais ajouter par rapport à la fin de vie, c'est que mes personnages ne sont pas malades. C'est ça. Et ça, évidemment, ça change tout. C'est ça, parce qu'ils sont bien portants, mais ils ont peur justement de devenir... Et moi, j'avais vraiment envie avec ce livre aussi, d'interroger la question de la vulnérabilité. Parce que c'est aussi ce que pose comme problème, ou en tout cas comme interrogation, cette idée de dignité. Mourir dans la dignité. Parce que ça implique qu'il y aurait un moment où on n'est pas digne. Quand on est handicapé, quand on est malade, quand on est une charge pour ceux qui nous entourent. Est-ce que finalement Ezra et Maud usent de leur liberté totale parce qu'ils ont envie de partir ensemble, ou est-ce qu'ils ont intégré l'idée que dans la société dans laquelle nous vivons, il n'y a pas de place pour les gens vulnérables? Émilie Et Fraiche. ça, je trouve ça très très dur. Et je trouve que pour le débat qui va s'ouvrir à l'Assemblée nationale demain, la question de la dignité est importante, mais la question de la place de la vulnérabilité est fondamentale et complètement indissociable de ce sujet-là. Parce que ce que j'ai mis aussi en avant dans mon texte, à un moment, il y a un personnage, l'ex-mari d'Éléonore, qui va voir sa mère à la maison de retraite. Elle est sénile, elle récite des comptines, elle est enfermée dans une unité Cantou parce qu'elle est mentalement sénile. Et puis il y a ce moment où ils la sortent dans un parc et elle profite d'un rayon de soleil. Et Éléonore voit la joie, le bonheur sur le visage de son ex-belle-mère. Et est-ce que finalement, le maintien en vie n'est pas justifié par ce seul petit moment de plaisir? Donc c'est vraiment, je trouve que c'est un débat qui est absolument passionnant. Est-ce que vous êtes favorable, vous, Émilie Fraiche, à la fin de vie ou pas? Moi, je suis favorable à ce qu'on puisse évidemment ne pas souffrir. Ce serait quoi le bon modèle pour vous? Je crois qu'il n'y en a pas. Je crois que c'est vraiment, il y a autant de modèles qu'il y a de gens. Le rapport à la mort est tellement intime et tellement singulier que... Voilà, ce que je trouve particulier, ce qui m'interroge beaucoup, c'est l'idée d'un droit opposable au suicide assisté. C'est-à-dire que le suicide, c'est le droit qui appartient à chacun absolu. C'est l'absolu choix, l'absolue liberté. Tout le monde a le droit de se suicider. Quand je vous entends parler, je pense au cas Vincent Lambert. Voilà. Voilà. C'est aussi un petit peu l'image. Mais juste laissez-moi finir sur l'idée de tout le monde a le droit de se suicider. Mais que la société nous doive d'organiser les conditions pour que ce suicide soit possible, c'est philosophiquement quelque chose de particulier. Voilà. En tout cas, moi, ça m'interroge énormément. D'attendre de la puissance publique, d'attendre de l'État-providence, qu'il nous aide à mourir. Peut-être que déjà, il pourrait nous aider à mieux vieillir. Comment ? Je trouve que la prise en charge des personnes âgées, par exemple, elle est très difficile. On l'a vu pendant la crise du Covid, on voit comment dans les maisons de retraite et tout ça, c'est très compliqué. L'état de l'hôpital aujourd'hui, les malades, tout ça se dégrade énormément parce qu'on a décidé de mettre de l'argent ailleurs. Donc, c'est des choix politiques qui sont faits. Voilà, je pense que cette question du droit à mourir dans la dignité qui s'ouvre aujourd'hui, qui est une réflexion aussi dans mon livre, elle doit être beaucoup plus vaste et poser aussi la question de la vulnérabilité. Le sujet, justement, s'ouvre aujourd'hui. Hasard ou destin, votre livre est vraiment au cœur de l'actualité puisque le débat sur la fin de vie souhaité par Emmanuel Macron s'est poursuivi au cœur de l'été et se poursuit dès demain. Le gouvernement est à la recherche, finalement, de ce modèle français. Je vais vous poser la question, pas dans une situation générale ou un modèle général. Je voudrais savoir si vous y avez pensé pour vous, finalement, Émilie Fraiche, parce que vous dédiez ce livre à Jérôme, qui est votre compagnon. Est-ce que vous en avez parlé ensemble ? Est-ce que c'est important, votre mari ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vous pensé, puisque c'est important d'en parler. Non, il veut pas mourir avec moi. Ensemble ? Non, il m'a dit non.
Est-ce que vous avez un avis, vous, là-dessus? Sur ma vous. propre fin, écoutez, je crois qu'on peut pas savoir tant que... C'est un peu comme dans Les Engagés. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait un exilé qui, devant notre voiture, passe sous les roues et qu'il y a la police, est-ce qu'on le met dans le coffre ou pas? Là, tant que vous n'êtes pas dans des conditions de... Est-ce que, comme Ezra et Maud, j'aurais peur d'être vulnérable? Et je pense qu'on a tous cette peur-là, mais est-ce que ma peur de la mort serait... J'ai très, très peur de la mort. Très, très, très peur. Donc, je ne sais pas si je serais capable de ça. On va laisser le sujet ouvert et je recommande à nos auditeurs d'acheter Les Amants du Lutetia, votre roman sorti aux éditions Albin Michel. Dans cette partie d'émission, on s'intéresse et on découvre toute la culture que vous aimez. Émilie Frèche ou qui pourrait vous plaire? Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Émilie Frèche et bonjour à toutes et à tous. Alors Émilie, je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée pour évoquer le spectacle vivant, le meilleur du spectacle, puisque avec vous, chère Émilie Frèche, pour le texte que vous avez écrit et qui va être joué dans quelques jours au Théâtre de l'Œuvre, il s'agit d'un prince avec Samy Bouajila dans une mise en scène de Marie-Christine Horry. Alors, visiblement, je ne sais pas, mais c'est votre premier texte de théâtre, c'est ce que j'ai vu. Voilà, donc le premier texte, en tout cas publié à l'Avant-Scène Théâtre. Mais je pense que c'est un texte qui fera aussi date par la force de son sujet. On avait la fin de vie, on en a un autre là, qui est l'exil et la migration, la solitude d'un homme face à la croisée de deux histoires, je dirais de deux temporalités, celle d'un père aimant et pauvre qui vit en Afrique du Nord au XXe siècle et celle de son fils, pour lequel il rêve une vie idéale, celle d'un prince, éduqué, heureux, dans un pays rêvé. Alors c'est un conte poétique, engagé sur des destins, je dirais, confisqués par les guerres, les exils et l'économie mondialisée. Mais c'est une parole aussi toujours irriguée d'amour et de tendresse. Moi, je veux pas mourir ici. Je veux que mon fils naisse ailleurs. Je veux qu'il naisse en paix. C'est un rêve fou, je sais, mais je le fais quand même. Oui, je fais le rêve que mon fils vivra dans un pays en paix. Je suis le fils né de l'autre côté de la mer. C'était le rêve fou de mon père. Et à partir de ce récit, vous tissez la trace de cette filiation entre un fils et un père, les rêves déçus du premier et ceux du second, rattrapés par le réel de notre société. Le comédien incarne en même temps donc le fils promis à un bel avenir, mais renvoyé au Maghreb pour économiser le coût de la main-d'œuvre tout en portant les rêves de réussite du père qui croyait en un monde meilleur. Hélas, dit le personnage au président avec un P majuscule, hélas, chez vous, c'est tous les jours la guerre. Tous les jours, il y a des hommes qui tombent parce que vous traitez vos hommes comme de la chair à canon. Sans qu'on sache précisément de quelle époque il s'agit et de quel président, ce personnage évoque tour à tour les machines qui broient les corps, les cerveaux, le travail à la chaîne, qui dépersonnalise l'interdiction de prendre une pause ou de siffloter à l'usine, comme si ce rêve de réussite par l'école se soldait par un échec pour le jeune homme et l'assombrissement de ses rêves, comme si tout était une fausse promesse. Et votre texte, qui peut être extrêmement poétique, il peut être aussi violent, dur, comme si le personnage portait en lui les colères, les revendications, les protestations d'une génération d'hommes et de femmes qui ont été sacrifiés. Je dirais que dans ce texte, on balance sans cesse entre la lumière et l'ombre, la joie et l'oppression. Mais alors, on a envie de savoir forcément, Hélène Kuttner, qui est ce prince ? Qui est ce prince, Cyrielle ? Point d'interrogation, est-ce le fils, est-ce le père ? Je dirais mon capitaine. Est-ce que, Émilie, vous me contredisez ? C'est tous les deux ensemble, parce que l'un porte les espoirs de l'autre. Cette pièce est surtout l'histoire des exilés nombreux rejetés par la terre ou la mer en quête d'un travail et d'une vie meilleure. Le personnage, lui, est traversé par la mémoire de ses ancêtres, mais aussi la guerre d'Algérie, la violence de la torture. Comment se projeter ensuite ? Comment garder espoir en se racontant des histoires ? Je vous cite le texte. Le prince dit « Je suis devenu un fantôme et les femmes veulent un prince. » Pas un fantôme. Oui, ma femme m'a quitté, mais je lui en veux pas. C'est pour sauver sa peau qu'elle m'a quitté. Maintenant, il ne me reste plus rien. Rien d'autre que la mémoire de mon père. Est-ce un spectacle sur la mémoire familiale comme une richesse que l'on porte malgré tout ?
Oui, Cyrielle, exactement. Car ce prince est si pauvre matériellement, veut croire encore. Il porte en lui sa dignité d'homme, on en parlait, qu'est-ce que la dignité ? Les valeurs que lui a transmises ses parents, en tout cas son père. Et c'est cela qui est beau. C'est le comédien Sami Bouajila, je pense que vous avez écrit pour lui, Émilie, on va en parler tout à l'heure, qui porte littéralement ce rôle. Il doit y mettre beaucoup certainement de son histoire. Et en même temps, c'est un acteur qui raconte des histoires, un conteur dont les mots, les phrases possèdent une énergie, une vitalité. Le personnage dit enfin « Comme mon père, je me raconterai une belle histoire. Ce sera l'histoire d'un homme qui ne changera pas de pays, qui restera sur sa terre natale à produire son huile et à tenir son autel, et qui, sur cette terre, donnera naissance à un fils. Ce sera l'histoire de ce fils aussi. Le fils sera digne de l'héritage de son père. Il transformera la bergerie là-haut, sur la colline, en un palace 5 étoiles. Et l'on dira qu'il s'agit d'un des rares endroits du monde qui peuvent se vanter d'allier le luxe, le charme et l'authenticité. Un prince, un spectacle, chère Émilie, qui ne pourra laisser personne indifférent. Et qui se jouera du 1er au 30 septembre, Un prince au Théâtre de l'Œuvre. Et il y a fort à parier qu'il y ait des prolongations parce qu'un mois, ça va passer très très vite et je suis sûre que ça va connaître un franc succès. C'est votre première pièce, alors Émilie Fraiche. Exactement. C'est un joli challenge. Ouais, et ça fait. Je l'ai donné à Samy, il a fait une première lecture il y a près de 10 ans. 2014. Ah oui. Avril 2014. Donc nous sommes très patients, tous les deux. Et c'est une bonne chose, voilà. La patience. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Alban Bartoli. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Alban. Bonjour Cyrielle, bonjour Émilie Fraiche, bonjour Hélène. Alors dans cette chronique, on va parler de culture, de musique, de cinéma, de littérature. Et ma mission est de mettre en lumière les œuvres qui ont justement allumé quelque chose en vous, Émilie Fraiche. Et on va commencer en musique avec une reprise d'une chanson plus que populaire dans notre patrimoine musical français. Il s'agit du titre Les Sunlight des Tropiques de Gilbert Montagné. La reprise est signée Gianni. Alors Gianni est le nouveau visage du paysage pop francophone. À tout juste 27 ans, elle nous replonge dans les années 80 avec des chansons mélancoliques et poétiques. Fille de musicien, elle a été bercée par la chanson française et très souvent chantée dans les campings ou encore dans les mariages au goût un peu douteux. Gianni a réussi à rendre le titre Les Sunlight des Tropiques branché. Pour la petite histoire, c'est en 1984 que Gilbert Montagné fait un retour en solo. Après avoir été le pianiste du grand Johnny Hallyday, il prépare l'album Liberté, mais à la fin de l'enregistrement de cet album, il est persuadé qu'il manque le titre fort du projet. Il commence alors une musique avec son acolyte Dario Farina et il appelle en urgence en pleine nuit Didier Barbelivien pour qu'il lui écrive un texte. Le titre deviendra alors un succès, plus de 200 000 exemplaires vendus et la chanson traversera alors les générations. Preuve en est puisque Gianni n'est pas la première à l'avoir reprise. Oui, tout à fait. Clémence Anglade. Tout à fait. Mais moi j'aime. Ouais, c'est marrant. Et vous aimez l'original ou Gianni ? Non, j'aime pas l'original. Bah, c'est ça, Gianni, c'est ça. on est d'accord. Ouais, Bah oui. Je suis d'accord. Elle transforme le titre et elle en rend quelque chose. Elle rend un truc un peu moderne avec ce côté un petit peu années 70 aussi, surtout dans le visuel. Et c'est pas la première à l'avoir reprise. Didier Barbelivien lui-même la reprend en 2009, suivi par le collectif Tropical Family en 2013 avec leur version Zouk, ou encore Matt Houston en duo avec notre Gilbert National. Et sans oublier justement la douce reprise de la jeune Clémence Cyrielle, fille du célèbre compositeur Saint-Preux. Et qu'on aura dans très peu de temps sur l'antenne de Radio J en coup de cœur. On va parler maintenant d'un groupe que vous aimez, Émilie. On va changer finalement de registre un petit peu là. Tout à fait. Un peu moins populaire cette fois-ci. On va parler du groupe Feu Chatterton, un groupe parisien qui a sorti son premier titre en 2012, mais qui a cartonné dans les charts plus récemment en 2021 avec le titre Monde Nouveau. On en écoute un extrait. Alors le titre a été streamé près de 10 millions de fois et comptabilise presque 7 millions de vues sur YouTube. Et pour la petite histoire, le groupe est fondé à la base par 3 amis de lycée, Arthur Teboul, Clémence Doumic et Sébastien Wolf. Après leurs études, ils recrutent Antoine Wilson et Raphaël de Pressigny et à eux 5, ils formeront la nouvelle génération de pop-rock à texte. Le groupe Feu Chatterton, qui est une juxtaposition de l'expression feu, qui signifie le départ d'une course, et de Chatterton en hommage au poète anglais Thomas Chatterton. Pour revenir à la chanson
Monde Nouveau plus précisément, elle aborde un thème qui nous touche de plus en plus et notamment les nouvelles générations, celui de l'écologie et du réchauffement climatique. Alors je les cite, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. Une manière plus que poétique de dire que la Terre est tout simplement en train de brûler. Des textes influencés par ceux de Gainsbourg, Léo Ferré, Barbara, Brel ou encore Alain Bachung, portés par des influences musicales comme Radiohead, Pink Floyd ou encore Led Zeppelin. Une recette gagnante pour ce groupe qui ne cesse de monter et qui accumule les récompenses. Alors si vous aimez la pop, le rock, la langue de Molière et les textes poétiquement politiques, Feu Chatterton est à découvrir d'urgence. Et ce n'est pas notre invité Émilie Frèche qui dira le contraire, je suppose. Ouais, ils ont été nominés plusieurs fois aux Victoires de la musique, donc c'est comme ça qu'on a commencé à voir leur visage. Mais en effet, ils sont pas encore, je trouve, à l'apogée les textes sont très bons. Ils sont très forts, oui, ils sont pas encore si mainstream que ça. On les a vus récemment dans la nouvelle saison de la Star Academy, ce qui leur a ouvert un petit peu un public un peu plus large et on risque d'entendre encore parler d'eux très longtemps. J'en suis certaine. Côté littérature, quelle plume et du goût d'Émilie Frèche, Alban Bartoli? Alors on va s'intéresser à une romancière. Il s'agit de l'américaine Joyce Maynard. Après avoir collaboré avec de nombreux journaux de renom comme le New York Times par exemple, elle sortira de nombreux romans. On lui doit notamment Long Weekend, L'homme de la montagne, Les filles de l'ouragan. Elle sortira même une biographie qui marquera ses lecteurs et Devant moi, le monde. Son dernier roman Où vivaient les gens heureux, sorti en 2021, a obtenu le Grand Prix de littérature américaine ainsi que celui de l'héroïne Madame Figaro. Et avec plus de 100 000 exemplaires vendus de ce dernier ouvrage, Joyce Maynard nous revient en cette rentrée littéraire avec son tout dernier roman, L'Hôtel des Oiseaux. Pardon ? Il est sur ma table de nuit. Ah, vous l'avez pas encore terminé, c'est ça ? Je finis le... Faut pas tout dire. Quoi qu'il arrive, je vous spoilerai pas. On est en 1970, une explosion causée par une bombe artisanale a lieu dans un sous-sol à New York. Parmi les apprentis terroristes, la mère de Joanne, 6 ans, décède. La grand-mère de Joanne décide alors de la prendre avec elle et de l'emmener loin du drame dans l'espoir de retrouver une vie normale. Elle décide alors de lui faire changer de prénom. Joanne s'appellera désormais Amelia. Amelia grandit, elle devient une artiste talentueuse, épouse et maman, puis elle vit une seconde tragédie qui va la pousser à quitter les États-Unis pour rejoindre un pays d'Amérique centrale. Là-bas, elle s'investit dans la rénovation d'un hôtel délabré mais qui lui promet tout de même un lendemain meilleur. Au fil du temps, elle rencontre des hommes et des femmes abîmés par la vie qui, comme elle, tentent de se reconstruire dans ce lieu chargé de mystères. Alors la question est qu'Amelia va réussir à oublier ses blessures du passé ? A-t-elle vraiment le droit à une troisième chance ? La maison d'édition nous promet alors dans ce roman une Joyce Maynard plus virtuose que jamais. Elle embarquera les lecteurs sur 4 décennies. Riche en passion et en surprise, L'Hôtel des Oiseaux explore le destin d'une femme attachante dont la soif d'aimer n'a d'égal que celle de survivre. Ce sont leurs mots et on les croit. Il vous faudra donc 528 pages pour découvrir L'Hôtel des Oiseaux par Joyce Maynard aux éditions Philippe Ray et ça vous est conseillé par notre invitée Émilie Frèche. Et on va finir avec du cinéma et s'envoler dans les salles obscures à présent. Oui, Émilie Frèche, quand on vous a parlé de cinéma, en préparant cette émission, vous avez voulu mettre en lumière un film qui a obtenu la Palme d'Or au dernier festival de Cannes et qui est depuis quelques jours en salle. Il s'agit de L'Anatomie d'une chute, réalisé par Justine Triet. Le pitch est simple, mais intense. Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis 1 an loin de tout, à la montagne. Et un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est donc ouverte. Et L'Anatomie d'une chute est un film de procès qui dissèque l'histoire d'un couple. On va écouter justement un extrait de la bande-d'annonce. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça ? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... Oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. S'inspirant de faits réels, la réalisatrice Justine Triet retrace le procès d'une autrice allemande jouée par Sandra Hüller, accusée aux assises du meurtre de son mari dans leur chalet des Alpes françaises. Et en l'absence de témoins, si ce n'est leur fils, qui on le rappelle est malvoyant, la justice va disséquer la vie du couple dont les disputes étaient enregistrées par le mari et révéler tous les rapports de pouvoir, névroses et failles cachées. Le film dure 2h30, il est sorti en salle depuis le 23 août et c'est Émilie Frèche encore qui vous le conseille. Merci beaucoup Alban Bartoli, on va aller voir ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu et pour ceux qui l'ont vu. Émilie Frèche, pourquoi vous avez aimé ce film ? C'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est vraiment un film d'une écriture, d'un scénario. J'ai d'ailleurs envie d'aller le revoir tellement c'est un film puissant sur ce que ça dit du couple, de la vérité. Pour moi qui écris, c'est ce qu'on reproche aux auteurs, la manière dont on s'octroie le droit de les condamner, la dissection du couple aussi.
qui peut savoir ce qui se passe dans un couple? Qui peut savoir qui a raison? Qu'est-ce que l'amour véritable? Comment le drame aussi revisite toute une réalité? On peut faire dire n'importe quoi à une histoire, à des faits, à voilà ce que ça dit de la justice aussi, de la place de la loi. Non, franchement, c'est vraiment une claque. C'est vraiment un très très grand film. Un film à aller voir au cinéma, 2h30 depuis le 23 août, Anatomie d'une chute. Merci beaucoup Alban Bartoli. Merci Cyrielle. À la semaine prochaine sur Radio J. Merci Hélène Kuttner. On revient dans un instant. Vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour. Notre experte Sandy Boulanger aujourd'hui. Une petite séquence, nouvelle séquence introspection. On y vient dans un instant, mais tout de suite, une petite pause musicale et puis le journal de l'info. Restez avec nous. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau. J'ai dans le cœur un bongo. J'ai dans la tête un oiseau qui te dit tout, viens danser. Sous le sunlight des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. J'aime l'océan Pacifique. Ça fait quelque chose de magique. Y a rien à faire qu'arriver. Prends-moi la main, viens danser. Vie. Entre les vagues et le ciel, tu ne seras jamais plus belle que cette chanson qui t'appelle. Prends-moi la main, viens danser. J'ai dessiné sur ta peau un palmier au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on est bien, tout est beau. Famille face à l'eau, viens danser. Sous le sunlight des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. J'aime l'océan Pacifique. Ça me fait quelque chose de magique. Y a rien à faire qu'arriver. Prends-moi la main, viens danser. Viens danser. Viens danser. Viens danser. Danse. 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 Viens danser. Viens danser. Danse. Sous le sunlight des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digitale sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Ça,
ça, c'est uniquement sur Radio J. uniquement sur Radio J. Radio J. Éric Ciotti, bienvenue. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. François Durugy, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Philippe Juvin, bonjour. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, à la une de l'actualité en Israël, les tensions à la frontière nord, Yoav Gallant met en garde contre le risque d'une confrontation avec le Hezbollah. Le ministre israélien de la Défense l'a dit au chef de l'ONU Antonio Guterres qu'il a rencontré à New York. Il lui demande de renforcer l'autorité de la FINUL, le mandat de la force d'interposition des Nations Unies expire après-demain et le groupe terroriste libanais refuse qu'il soit renouvelé. L'organisation chiite intégriste a installé des tentes et des dizaines de complexes militaires le long de sa frontière avec Israël. Et son leader, Hassan Nasrallah, s'en est à nouveau pris à l'État hébreu hier soir. Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk. Toute élimination ciblée au Liban, que ce soit de Libanais, de Palestiniens ou d'Iraniens, suscitera de notre part une réaction très ferme, a déclaré hier soir Hassan Nasrallah, qui a réagi ainsi aux menaces lancées ces dernières semaines par Israël de s'en prendre aux responsables de la vague actuelle de terrorisme en Israël. Rappelons que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait également tenu des mises en garde assez sévères. Je m'entends pas là. Ok. Radio J, vous êtes chaud. Ok. Tac. Hop, 2 secondes. J'ai l'âme en chantier, cœur sur le béton. Mais les heures défilent, je suis dans la file et je ne vois plus l'horizon. Je traîne dans la ville, les yeux sur le goudron. Mais les jours défilent, je suis sur le fil, tu n'entends pas ma chanson. Je suis seul, mais perdu et rien ne t'efface. Je suis seul, au clair-obscur d'une vie où rien ne te remplace. Oh, oh, Radio J. Tob Kalfon, ancien député du parti israélien Yamina et avocat. Un soldat des forces françaises spéciales tué en Irak dans une opération antiterroriste. L'Élysée l'a annoncé tout à l'heure dans un communiqué. Nicolas Mazier, c'est son nom, faisait partie du commando parachutiste de l'air numéro 10. Donald Trump sera jugé en mars prochain à Washington pour avoir voulu truquer la présidentielle de 2020. C'est ce qu'a annoncé hier la juge Tanya Chutkan qui présidera les débats. Elle a aussi mis en garde l'ancien président américain contre toute déclaration incendiaire qui pourrait polluer la sélection du jury. La France insoumise réagit à l'interdiction de l'abaya dans les écoles. Manuel Bompard va proposer à son groupe parlementaire d'attaquer au Conseil d'État la nouvelle réglementation qui a été annoncée par le ministre de l'Éducation Gabriel Attal. Selon Manuel Bompard, la décision serait contraire à la Constitution. Il considère que l'interdiction de l'abaya va se traduire par des discriminations à l'égard des jeunes filles musulmanes. Le bilan des arrestations suite aux émeutes de la fin juin. Ce matin, le garde des Sceaux a annoncé que près de 2000 personnes avaient été arrêtées. Éric Dupond-Moretti avait promis d'apporter une réponse pénale rapide, ferme et systématique à l'encontre des auteurs de violences urbaines après la mort du jeune Naël.
Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission dans un instant avec notre invitée Émilie Frèche pour son livre Les Amants du Lutetia sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Le Monde présente La grande histoire des rois de France, une collection prestigieuse et illustrée. De Clovis à Louis XVI, retrouvez toutes les grandes dynasties royales qui ont écrit l'histoire de France et dessiné ses frontières. La grande histoire des rois de France, le numéro 1, Charlemagne, 2,99€ seulement chez votre marchand de journaux. Cette année encore et plus que jamais, de nombreuses familles de la communauté ont besoin de vous. Depuis plus de 25 ans, Mazone accompagne ces familles afin qu'elles puissent célébrer elles aussi la nouvelle année dans la joie et dans la cache-route. Tous les ans à Rosh Hashanah, c'est plus de 2000 colis qui sont distribués, composés de 80 produits frais et de qualité. Un colis coûte seulement 60€. Envoyez vos dons à Mazone, 34 rue des Grilles, 95 500 Pantin. Ou sur mazone.org. 01 48 21 00 30. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J avec notre invitée Émilie Frèche pour son roman Les Amants du Lutetia aux éditions Albin Michel. Ravie d'être avec vous Émilie Frèche, on passe une très belle émission, tout le monde me le dit depuis une heure. Ah bon, bah merci, je suis ravie d'être là. Et merci moi aussi je suis ravie que vous soyez là. Je vais citer une phrase d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant et on va essayer de faire ça maintenant si vous le voulez bien pour essayer encore à mieux vous connaître avec 10 questions qui s'appellent l'introspection. On y va doucement sur une musique douce que vous allez aimer. Si vous avez un casque, je vous recommande de l'écouter chaudement. C'est Jérémy Ababou qui compose cette musique-là qui s'appelle Lamentation. Et première question. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Rien. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? Sois libre. Quel a été votre plus bel âge et pourquoi ? C'est tout le temps. Quelle fut la grande erreur et comment vous l'avez résolue ? La grande erreur ? S'il y en a une, vous pouvez me dire j'en ai pas. En tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur qui soit quelque chose d'irréversible. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas, par peur d'être jugé ? Oh, rien. Quelle est la chose ? Et vous avez le droit, Émilie Frèche. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Faire kippour dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. Si je vous parle d'amour, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? De vivant. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps, votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? Sur mon corps, mes genoux. Et dans ma personnalité, mon impulsivité. Si vous étiez présidente, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? Je détesterais être présidente. Votre épitaphe ? Je démissionnerais. On n'irait pas, on ne serait pas présidente. Moi, j'ai une petite idée. J'aurais parlé de la crise migratoire, parce que vous l'avez beaucoup traitée, peut-être. Oui, mais ça, c'est très... je chercherais quelque chose qui soit moins un sujet précis, quelque chose de plus global. Je sais pas. On réfléchira. Votre épitaphe ? J'aimerais, je sais pas. On va mûrir. C'est très dur. Pour la prochaine fois, on mûrit l'épitaphe. On peut y réfléchir pour la fin d'émission. Ouais, c'est ça. On fait ça. Ouais. On a le temps de réfléchir parce que tout de suite, demandez à un écrivain d'écrire la phrase qui est gravée dans le marbre. Qui prend des années. Qui prend des années en 2 secondes à la radio. Vous êtes folle en fait. On va réfléchir à ça longuement alors. Allez, tout de suite, le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, c'est le coup de cœur avec Thomas Legrand. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. Je le disais en off, on doit se voir depuis très
très longtemps. Donc je suis ravie de vous avoir avec nous sur l'antenne de Radio J. Comment ça va ? Bah écoute, super, merci infiniment pour l'invitation. Et merci d'être venu. Vous êtes originaire de Reims, mais vous vivez à Bordeaux, c'est ça ? Alors je vivais à Bordeaux et là je suis retourné dans ma ville natale pour terminer ce deuxième single et le clip que j'ai tourné du coup sur Reims pour finaliser un album, un EP peut-être dans un premier temps, Thomas ? Oui, tout à fait. Alors là, on travaille sur un troisième titre. C'est vrai qu'avec mon ami Jonathan Tillot, on essaye d'y aller par étapes. Par étapes, mais oui, c'est beaucoup le cas avec les jeunes chanteurs, auteurs qui viennent nous voir. On prend le temps de faire les choses petit à petit. En règle générale, on fait un single et le trimestre d'après, on en fait un autre. On prend le temps de bien faire les choses. Pour vous situer un petit peu, vous avez été bercé dès tout petit par la musique, écoutez vos parents et c'était Supertramp ou Téléphone, c'est ça ? Ouais, c'est vrai c'était assez varié. J'ai un papa qui est musicien amateur et qui jouait toujours de la musique régulièrement, même quand on recevait des invités. Donc c'est vrai que j'ai une diversité musicale qui est importante. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'écoute de tout. Je peux écouter du rap comme de la chanson française, de la pop française, avec des artistes complètement différents et des ambiances complètement différentes. Dès 5 ans, vous avez dit, quand je serai grand, je serai chanteur. On a une possibilité, c'est vous qui allez décider, Thomas. On a une chanson à vous qui s'appelle Seul, c'est votre nouveau single. Soit on la diffuse, soit on la fait en direct. On fait quoi ? On la fait en direct. Alors la guitare, elle est juste derrière vous. Je vous laisse le temps de prendre la guitare. On a entendu quelques bouts tout à l'heure. On était tous bouche ouverte dans le studio. Mais j'ai dit non, on fait pas tout. On attend pour la spontanéité. C'est quand vous voulez sur Radio J. J'ai l'âme en chantier, le cœur sur le béton. Mais les heures défilent, je suis dans la file et je ne vois plus l'horizon. Je traîne dans la ville, les yeux sur le goudron. Mais les jours défilent, je suis sur le fil. Toi tu n'entends pas ma chanson. Je suis seul, la nuit perdue et rien ne t'efface. Je suis seul, au clair-obscur d'une vie où rien ne te remplace. Derrière mon écran, alors je me raconte des histoires. J'ai de beaux enfants, je gagne de l'argent, je voudrais juste essayer pour voir. Et j'ai cherché ma reine, parfois croisé son regard. Mais la peur dans les veines, souvent je quitte la scène et tout me replonge dans le noir. Je suis seul, la nuit perdue et rien ne t'efface. Je suis seul, au clair-obscur d'une vie où rien ne te remplace. Je suis seul, entre tes mains, mon cœur qui se lasse. Je suis seul, quand dans ce train, tu montes et moi je perds la face. Oh, 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 ouh, oh, 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 ouh. Chantier, le cœur sur le béton. Mais les heures défilent, je suis dans la file et je ne vois plus l'horizon. Je suis seul, la nuit perdue et rien ne t'efface. Je suis seul, au clair-obscur d'une vie où rien ne te remplace. Je suis seul, entre tes mains, mon cœur qui se lasse. Je suis seul, quand dans ce train, tu montes et moi je perds la face.
Bravo Thomas, sur l'antenne de Radio J. Thomas Legrand en direct, je tiens à dire, Merci. on peut applaudir parce qu'on est nombreux dans le studio. Merci beaucoup pour ce direct et je rappelle que c'est encore une fois très difficile comme condition parce que vous êtes assis et c'est pas toujours évident de chanter avec un micro quand on est assis, notamment pour le ventre et la respiration. Alors 1000 fois bravo. Avec qui vous êtes, de qui vous vous êtes accompagné pour écrire, composer cette chanson et la chanson qui va arriver qui s'intitule Nos rêves? C'est vrai que je forme un super duo avec mon ami rémois Jonathan Tillot qui m'accompagne et c'est vrai que moi je suis autodidacte donc j'ai pas forcément de formation musicale. Donc c'est vrai que d'avoir quelqu'un de cette qualité. Bien sûr, parce que je crois que vous êtes quand même très bien entouré de musiciens, notamment de Julien Doré, Jean-Louis Aubert et les frérots de la Vega. On entend ce petit son pop rock et chanson française en même temps qui marche très bien. Donc pour un titre diffusé en radio, c'est tout à fait efficace. Je me permets de vous le dire. Le refrain marche très bien. C'est dans la tête. Votre premier album est en préparation. On y va doucement, mais certainement. On va écouter Nos rêves. Un petit bout de Nos rêves. Merci. Sur l'antenne de Radio J pour avoir un bon panel de ce que vous faites. Quand je serai grand, je serai celui qui sauve les gens, qui donne sa vie. Et je mettrai sur un piédestal qui voudra toucher les étoiles. Et si la vie manque de couleur, je ferai l'artiste, je serai chanteur. Et comme dans mes nuits solitaires, je rêve, je danse sous la lumière. Mon enfant, tu parles d'une vie où les géants restent petits. Où vont les rêves quand on grandit, les promesses qu'on oublie. Alors laissons les rêves s'envoler, laissez-nous cette liberté, laissez nos dessins d'enfants construire ces rêves toujours plus grands, plus grands. Quand je serai grand, je serai pompier, pilote, médecin ou infirmier. Je donnerai mon sang pour les blessés, tout mon amour à l'opprimé. Et puis ensemble on pourra faire le tour des gens et de la terre. On donnera du cœur à l'ouvrage, à ceux qui veulent tourner la page. Et mon garçon, tu rêves d'une vie où tout s'arrête quand on grandit. Alors laissons les rêves s'envoler, laissez-nous cette liberté, laissez nos dessins d'enfants construire ces rêves toujours plus grands. Thomas Legrand sur l'antenne de Radio J. Vous êtes en train d'écouter Nos rêves sur l'antenne. Juste avant, on écoutait Seul. Thomas, bravo parce que vous me disiez que vous étiez en autoproduction. Vous réalisez vous-même le clip de Seul. Vous l'avez fait. Vous avez été aiguillé par l'ex-vidéaste de Pascal Obispo qui vous a permis de réaliser le clip Nos rêves que nous sommes en train d'écouter. Bravo. Est-ce qu'il y a un petit coup de pouce à faire sur l'antenne de Radio J? Est-ce que les auditeurs qui nous écoutent, peut-être il y a des gens dans le milieu qui s'intéresseraient à vous, peuvent vous écrire? Est-ce que vous cherchez quelqu'un, éventuellement un monteur, un mixeur, un arrangeur, un éditeur? Dites-nous. Ouais, tout à fait. En fait, je fais tout en autoproduction. C'est vrai que là, j'ai été approché par quelques labels, mais les conditions ne m'intéressaient pas. Et c'est vrai que là, je suis toujours en recherche. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram, Thomas Legrand Off, tout attaché, ou sur Facebook, et je réponds assez facilement. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos propositions parce que là, j'ai plein de choses à proposer encore et j'ai envie que ça continue. On a plein d'idées, j'ai plein d'idées à proposer, donc voilà, grosse fierté d'avoir sorti ce... Et c'est ouvert. Et bien, grosse fierté de vous avoir reçu aussi sur l'antenne de Radio J. Thomas Legrand, merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur. Les titres sont disponibles sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube. Bravo encore de nous avoir fait découvrir votre univers et à très vite pour l'album complet. On se donne un petit rendez-vous comme ça? Ouais. C'est bien? Ok, c'est parti. Merci beaucoup Thomas. Merci infiniment. Allez tout de suite, le portrait de notre invité sur Radio J. Radio J.
15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces petites minutes qu'on a passées ensemble. Émilie Frèche, et donc c'est votre portrait vu dans les yeux de Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Émilie Frèche. Alors quelle semaine fabuleuse pour reprendre ses activités professionnelles. Étant donné que je suis très émue, je vais faire un peu des blagues pour pouvoir arriver à faire ma chronique aujourd'hui. Alors l'été c'était fabuleux, c'était l'amour, c'était l'abandon, c'était les ruptures, c'était les rencontres, c'était bronzer, c'était grossir, c'était maigrir, c'était faire du sport. Émilie Frèche, en 1h30, vous nous avez fait mieux que l'été. La vérité. Alors, vos 3 mots étaient obstinée, généreuse et dans la vie. Alors, vous allez voir qu'on vous a bien retrouvé dans ces 3 mots-là tout au long de cette émission. Vous parliez beaucoup de l'amour de vos grands-parents, malgré des épreuves de vie. Une enfance heureuse et solitaire. Et très curieusement, j'avais écrit solidaire, dis donc. Bon, je me le garde pour plus tard, mais vous allez voir pourquoi. Enfant, vous vouliez en fait être indépendante. C'est ce qui a secoué beaucoup les valeurs familiales, avec bien sûr de la houle pour vos parents. Et puis du coup, il y a ce sentiment de désobéissance qui a été très fort assez rapidement. Cette volonté de remettre du sens et de la vérité. En fait, ce qui est important pour vous, c'est d'apprendre à penser par soi-même et surtout d'être libre. C'est-à-dire en fait de vivre toujours dans une zone très inconfortable. Je crois que vous n'avez pas de zone de confort. Vous êtes toujours en dehors de tout, à tout remettre en question, à tout re-questionner, mais avec cette force de vie parce que vous êtes dans la vie. La désobéissance, vous l'avez dit beaucoup de fois. Et puis vous nous avez dit cette perle comme un trésor qui m'a beaucoup touchée. Vous vous êtes dit, je me suis sauvée aux 2 sens du terme. Et là, on comprend en fait que vous n'êtes pas juste quelqu'un de compliqué comme ça. Non, vous êtes une personne merveilleusement complexe. Et heureusement, vous nous le partagez à travers diverses façons et artistiquement parlant. Alors, bien sûr, vous avez commencé à étudier du droit parce que c'est la vérité. Mais derrière, en vérité, il y a la justice, surtout. J'avais envie de vous parler de la psychanalyse et d'une définition qui est, somme toute, très personnelle. Pour moi, la psychanalyse, c'est une spiritualité du questionnement pour agir avec son âme et sa conscience. Et on la retrouve dans vos engagements et dans vos œuvres, il me semble. D'être toujours dans de l'au-delà, dans du dedans et du plus encore. Il y a une absolue nécessité instinctive de parler de phénomènes de société. Un sentiment de révolte qui, bien sûr, vous nous l'avez dit, est issu de ce sentiment d'être étrangère dans votre propre famille. La colère d'accepter l'inacceptable de sa famille, s'éloigner avec douleur pour survivre. Vous êtes obstiné, oui, et incroyablement dans la vie, encore. Parler de la mort pour célébrer l'existence, la vie encore et toujours. Vous égrenez dans votre dernier livre entre paradoxe, ambivalence et dualité, le tout enrobé d'amour, de compréhension et d'élévation. Questionnez l'évidence facile, presque vulgaire alors, et vous avez envie de laisser faire sortir justement nos vérités, nos pensées. Alors vous avez parlé de l'abandon, de la disparition de vos parents dans votre vie telle que ça l'était avant. Un sentiment infiniment personnel, vous nous avez dit, et tellement universel. Il y a tellement de ressentis différents d'abandon. Mais vous avez réussi à les réunir, un peu comme une espèce de bombe qui permettrait de, ça y est, on explose là cette porte, on ouvre cette cave, on regarde ce qu'il y a dedans, et oui, en fait, c'est ça qu'il y a au fond. Cette blessure, ce sentiment, et en même temps, cette pulsion de vie. Alors, bien sûr, dire, Émilie, que vivre, c'est bien sûr espérer. Et quand on a autant besoin de parler de ces blessures et de ces chagrins inconsolables, c'est que pour que quelque chose advienne. Ce quelque chose, il me semble que c'est le lien, que c'est l'amour, l'acceptation de ces chagrins inconsolables. C'est dans l'abandon aussi ce combat de l'injuste, parce que dans l'inconsolable, il y a le vivre avec encore dans la vie. Vous dites beaucoup, généreusement de vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous avez partagé avec pudeur? Alors je vais vous le dire en vous regardant, vous voir sourire, c'est comme un cadeau du ciel. Wow, alors ça c'est un vrai compliment. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans votre ciel, on se rend compte en fait qu'il y a une cruelle conscience des expériences de vie.
Il y a cette pleine acceptation de vivre encore avec toutes les beautés comme toutes ces horreurs. Mais il y a aussi la rage d'aimer, mais d'aimer bien, parce que sinon c'est vulgaire. Il y a aussi cette humilité qui vous caractérise et c'est pour ça que vos sourires sont extraordinairement touchants. Alors oui, bien sûr, vous êtes ce camailleux de la vie, vous le dites obstinément, généreusement et pleinement dans la vie. Vous parlez de dignité, mais surtout de cette question de la place de la vulnérabilité. Ce droit à être vulnérable, c'est pas être fragile, c'est pas être un poids, c'est simplement être qui on est là maintenant. Et puis des fois sans forcément questionner trop ça non plus, à force de beaucoup questionner. Vous avez dit quelque chose d'assez fabuleux aussi, et d'une humilité et d'une intelligence encore. Vous nous avez dit que vous ne savez pas si un jour vous aurez la possibilité d'accepter d'être vulnérable. Mais merci de nous le dire aussi pour nous, parce qu'on a le droit d'être parfaitement imparfait, alors nous aussi, simples mortels. Et je vais finir là-dessus, Émilie. Vous avez suffisamment d'amour pour vivre en vous, pour nous le partager, nous questionner, nous chambouler, nous emmener dans le tourbillon de la vie. Et bien sûr, être en vie avant de mourir, eh bien, c'est avoir des envies. Alors, merci. Merci. Ça, c'est un très joli portrait. Merci, Sandy Boulanger. Ouais, j'avais bien fait de commencer par une blague. Exactement, oui, parce que là, c'était très, très émouvant. C'était très poétique. Merci. Comme toujours. Merci. On a un replay, Émilie Frèche. Hein. On va vous l'offrir, ce replay, c'est promis. Et puis le texte, si on a le droit, eh bien, on l'offrira à notre invité. Avec plaisir. Merci, Sandy Boulanger. On se voit demain sur Radio J. Hein, encore. Demain. Eh bien, Merci, oui, on aime vous. ça. À demain. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Émilie Frèche. Merci. Merci à vous. Merci pour ce temps d'échange, ce cadeau. Je me sens très très gâtée pour commencer la sortie des Amants du Lutetia. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour votre roman Les Amants du Lutetia, sorti aux éditions Albin Michel. Merci à l'artiste Thomas Legrand d'avoir été notre coup de cœur sur Radio J, à la réalisation audio et vidéo aujourd'hui Benjamin Arnaud. Merci à mes chroniqueurs aujourd'hui, Hélène Kuttner, Alban Bartoli d'avoir été avec nous et bien sûr Sandy Boulanger qu'on retrouve demain. Réécoutez également cette émission en podcast sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec la réalisatrice et scénariste Léa Fener. À demain et belle journée à tous.